critiqué ce lundi le manque de transparence du processus électoral, et ceci à la veille de l'annonce des résultats officiels. En Tunisie, passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur Youssef Chahed. La nouvelle équipe gouvernementale entre ainsi en fonction. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Démarrons cette édition République démocratique du Congo où le début du dialogue national est fixé au jeudi 1er septembre à Kinshasa. Cette annonce a été faite lors de la clôture des travaux du comité préparatoire de ce forum politique qui, rappelons-le, a pour objectif de baliser le chemin des élections apaisées et crédibles en RDC. Reportage Yayet Mavinga Nzaï Kataï. Durant 3 jours, les différents représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile, ajoutés les ambassadeurs et autres invités de marque, ont pris part aux travaux de comité préparatoire pour baliser la voie au dialogue inclusif conduit par le facilitateur Edem Kodjo. À la fin des travaux, les délégués ont signé une feuille de route du dialogue. Ces documents comportent les principes conducteurs du dialogue, les éléments de son agenda et ses étapes. Dans cette feuille de route figure également le cadre du dialogue, les droits et devoirs des participants, les règles de base du dialogue, ainsi que son chronogramme qui est de 15 jours. Parmi les principes conducteurs du dialogue, il y a le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que l'engagement à adopter le consensus comme mode de prise de décision. À l'ordre du jour, le dialogue aura à traiter essentiellement les questions liées à l'épineuse problématique de la crise électorale et politique. Le facilitateur Edem Kodjo, dans son discours de clôture, a invité également les parties prenantes au dialogue ainsi que le groupe de soutien et la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin de convaincre l'autre frange de l'opposition à rejoindre le dialogue national. Le groupe de contact des ambassadeurs accrédités ici, la communauté internationale, les partis politiques eux-mêmes, en direction de nos frères et sœurs qui jusqu'à présent n'ont pas encore rejoint le bercail et la maison commune. Le dialogue aura environ 200 participants et le facilitateur désigné par l'Union africaine en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, sera accompagné par 3 modérateurs. Toujours en RDC, la police a dispersé ce lundi à coups de gaz lacrymogène des participants à une réunion publique organisée à Lubumbashi par l'opposition. Cette réunion était contre la convocation du dialogue national à partir du 1er septembre prochain. Les détails. La police a tiré des gaz lacrymogènes à Lubumbashi sur des centaines de jeunes qui s'étaient rassemblés devant le siège du parti Envol, membre du Rassemblement, une coalition de forces d'opposition autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Les manifestants ont réagi en jetant des pierres sur les policiers et ont barricadé des artères. Selon un porte-parole du Rassemblement, le maire de Lubumbashi avait d'abord autorisé la manifestation sous condition qu'elle se tienne loin du centre des affaires. Mais dans la matinée de ce lundi, les autorités ont imposé que le meeting se tienne dans un endroit clôturé. La parcelle indiquée ne pouvait contenir plus de 1000 personnes, la réunion a débordé et la police a chargé. L'opposition dénonce aussi le fait que des véhicules de police avaient auparavant sillonné les rues de Lubumbashi, invitant la population à ne pas se rendre à une manifestation supposée interdite par les autorités. Cette réunion publique allait contre le dialogue national convoqué fin novembre 2015 par le président Joseph Kabila, un dialogue censé conduire à la tenue d'élections apaisées. Le rassemblement de l'opposition a réitéré son refus de participer aux travaux de ce dialogue, faute d'éléments nouveaux. Une partie de l'opposition avait cependant pris part au lancement des travaux préparatoires du dit dialogue mardi dernier. En bref et en image, au Congo-Brazzaville, Wilfried Guy César Nguesso,
Membre de l'église Jésus-Christ, source d'eau vive, basé à Pointe-Noire, a été ordonné pasteur ce week-end au cours d'un culte solennel. Président du club 2002, Parti pour l'unité et la République, un parti membre de la majorité présidentielle dont l'idéologie est la démocratie chrétienne, son ordination a été faite par un comité composé de pasteurs venus d'horizons divers, lequel comité est présidé par Joseph Kabouya Massanka, pasteur principal de la communauté évangélique de Pentecôte de Montréal. Il faut dire que ce culte d'ordination s'est déroulé en présence d'Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Gabon. Les observateurs de l'Union européenne à la présidentielle ont sévèrement critiqué ce lundi le manque de transparence du processus électoral, et ceci à la veille de l'annonce des résultats officiels. Pendant ce temps, l'opposant Jean Ping a appelé le peuple à défendre par tous les moyens sa victoire auto-proclamée. Les détails. Du processus, l'Union européenne en garde un goût d'inachevé. Les organes de gestion des élections ont omis de mettre des informations essentielles telles que nous avons constaté que la liste électorale, la liste des centres de bureaux de vote n'a été transmise à aucun candidat ou encore autre partie prenante. Du côté des deux principaux candidats, c'est la guerre des nerfs. Après s'être dit élu dimanche, Jean Ping a affirmé que le peuple défendra par tous les moyens sa victoire. Que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Ces propos ne constituent en rien une autoproclamation, contrairement à ce que soutiennent les faucons du régime. Mais pour Alain-Claude Billy Bainze, porte-parole du président sortant, Bongo est en tête avec une avance qui ne peut plus être inversée. Le ministre de l'Intérieur a quant à lui dénoncé une tentative de manipulation du processus démocratique, rappelant que seuls valaient les résultats qui doivent être officiellement annoncés par la CENAP. Ces déclarations, fustigent-ils, contribuent à alimenter un climat de crainte dans la population, même si la capitale a retrouvé lundi une activité à peu près normale après 2 journées de quasi-ville morte. Cérémonie de passation entre le nouveau Premier ministre tunisien Youssef Chahed et son prédécesseur Habib Essid. La prise de fonction a eu lieu ce lundi à Carthage, près de la capitale Tunis. Les images. Plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne de la Tunisie, Youssef Chahed a officiellement pris ses fonctions ce lundi et va devoir immédiatement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays au bord de l'asphyxie économique 5 ans après sa révolution. 7e Premier ministre tunisien en moins de 6 ans, il se retrouve à la tête d'un cabinet de 26 ministres et 14 secrétaires d'État. La pire chose pour ce pays et pour ce gouvernement, c'est de changer de gouvernement tous les 12 ou 18 mois. Ce gouvernement doit rester en place jusqu'en 2020. La réussite de notre pays y est liée. Sa mission sera difficile, mais nous devons réussir. Et pour réussir, nous devons donner du temps à ce gouvernement pour qu'il travaille. Ce qui est important aujourd'hui, à côté de cette confiance du Parlement, c'est de nouer une vraie confiance en fait et de relancer la confiance du Tunisien. Avec la confiance du Tunisien, on est capable de transformer de beaucoup de choses. Féminisé et rajeuni, le gouvernement Chahed a confortablement obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple vendredi dernier avec 168 voix sur 217 et son discours offensif devant les députés a reçu un écho favorable. On reste en Tunisie où 3 soldats ont été tués ce lundi matin. C'était lors d'une explosion provoquée par des éléments terroristes au mont Samama, dans le centre du pays. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministère de la Défense tunisien. Images et son. Le mont Samama est considéré comme un des principaux maquis djihadistes en Tunisie. Les terroristes ont fait usage d'une importante quantité d'explosifs pour attaquer une patrouille militaire qui assurait la sécurité d'ouvriers de chantier. L'explosion a tué 3 soldats et blessé 7 personnes. Les ouvriers qui travaillaient sur les lieux ont été évacués sains et saufs. Cet incident coïncide avec le jour de l'entrée en fonction du gouvernement d'union qui fait de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités. Fin juillet, un militaire avait déjà été tué dans l'explosion d'une mine dans le centre-ouest de la Tunisie. Quelques jours plus tard, 2 djihadistes présumés avaient été abattus au cours d'opérations de ratissage dans le nord-ouest tunisien.
Il faut dire que la Tunisie est confrontée depuis sa révolution de 2011 à une progression d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de policiers, de militaires et civils, ainsi que 59 touristes étrangers en 2015. Le Bénin, depuis quelques jours, est confronté à une épidémie de choléra. La maladie sévit dans les départements de l'Atlantique littoral et dans les collines, un extrait de l'intervention du directeur de cabinet du ministère de la Défense. À ce jour, les services techniques du ministère de la Santé ont dénombré au total 129 cas de choléra confirmés, avec malheureusement 6 décès. Ces cas sont repartis comme suit. 46 cas dans la commune de Savalou avec 4 décès. 10 cas dans la commune de Dassazoumé avec 0 décès. 24 cas à Soava avec 1 décès. 2 cas dans la commune de Zé avec 0 décès. 47 cas à Cotonou avec 1 décès. Face à cette situation préoccupante, je voudrais, au nom du ministre de la Santé, le docteur Alassane Seydou, absent du territoire, rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour garantir une prise en charge complète et gratuite de tous les cas enregistrés. Vigilance est donc fortement recommandée aux populations pour aider à arrêter la propagation du choléra. Tout cas suspect doit être conduit au centre de santé le plus proche. Aussi est-il primordial d'observer les règles d'hygiène. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit et hors du continent africain, en Colombie, avec l'entrée en vigueur du premier cessez-le-feu bilatéral et définitif jamais signé entre la guérilla des FARC et le gouvernement au bout de 52 ans de conflit armé. La Colombie vit une journée historique ce lundi. Les images. Avant, c'était l'enfer ici à cause des bombardements et maintenant, on vit très bien, dans la tranquillité, de jour comme de nuit. Quelqu'un peut marcher tranquillement de n'importe quel côté. C'est la première fois que gouvernement et FARC conviennent d'un tel cessez-le-feu, même si la guérilla observe depuis juillet 2015 une cessation unilatérale des hostilités. Quelques jours après le cessez-le-feu décidé par le président Santos, qui a appelé à dire oui à la paix lors du référendum sur les accords conclus le 24 août avec les FARC, principale guérilla du pays, le chef des FARC a ordonné ce dimanche la fin définitive des hostilités en Colombie. Pour sa part, le gouvernement a suspendu ses bombardements aériens contre les rebelles. Il y a eu 50 ans de guerre et maintenant, Dieu veut qu'on reste en vie, dans le calme, et on espère que tout reviendra à la normale et qu'on pourra tous vivre en paix. Légalement, le cessez-le-feu bilatéral et définitif, tel que convenu lors des pourparlers, n'entrera en vigueur que le jour de la signature des accords prévus entre le 20 et le 26 septembre. Une note de sport à présent, l'Olympique de Marseille va être repris par l'entrepreneur américain Frank McCourt, ex-propriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, lors d'une conférence de presse aux côtés de Frank McCourt et de la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus. Son dossier a été jugé plus sérieux et plus solide que celui du riche homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez. Cette vente marque la fin d'une longue histoire entre la famille Louis-Dreyfus et l'Olympique de Marseille. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bon suite des programmes sur Sika. Agréable nuit à chacun et à tous.